Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Kevin, je suis développeur Android à Purchasely et aujourd'hui je vais vous présenter comment préparer votre application pour être disponible sur plusieurs magasins d'applications différents, puisque non, il n'existe pas que le Google Play Store. Alors, petit historique, en 2007 est sorti Android dans le monde, annoncé par Google en version open source. Et c'est la philosophie derrière Android depuis le début. C'est un système d'exploitation libre et réutilisable par tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les constructeurs dans le monde, sauf un très connu, utilisent Android comme système d'exploitation sur ces téléphones. En 2009, on a Samsung qui a sorti, il me semble, son premier téléphone, c'était en 2009 ou c'était en 2008, mais qui sort avec son propre magasin d'applications aussi, qui s'appelle le Samsung Galaxy Store, qui existe toujours aujourd'hui. J'en parlerai un petit peu plus en détail après. Et en 2011, on a un petit peu plus d'alternatives qui arrivent et un peu plus connues. On a notamment Aptoid qui se présente comme un magasin vraiment alternatif à ce que fait Google, et F-Droid, mais qui est plus spécialisé, lui, dans les applications open source. On a Amazon en 2011 qui lance ses premières Fire Tablets. Et ces Fire Tablets n'utilisent pas le système d'exploitation Android fourni directement par Google, donc avec les Google Play Services, mais un fork de ce système d'exploitation. Et donc Amazon doit fournir son propre magasin d'applications pour permettre aux utilisateurs d'avoir la même expérience qu'avec n'importe quelle autre tablette ou téléphone Android. Et ils appellent ce magasin d'application l'Amazon App Store. Et donc, il est disponible sur leur tablette et sur leur téléphone, des téléphones qui ont une petite durée de vie. Et on a aussi le fameux Huawei qui a sorti son premier magasin d'application en Chine avec ses téléphones. Et là, c'était seulement en Chine. Puis en 2018, ils ont sorti leur magasin d'application pour le monde entier, pour tous leurs téléphones préinstallés Huawei dans le monde. Et grand bien leur a pris, puisqu'en 2019, il y a eu une petite régulation côté américain, et je vais en reparler juste après. Alors, l'avantage de ce système d'exploitation libre et ouvert, c'est qu'on a une grande diversité de constructeurs qui proposent Android. On a le leader incontesté qui est Samsung avec 35% de part de marché dans le monde, mais on a aussi beaucoup d'autres, donc Xiaomi, Oppo, Huawei. Et alors là, je vous ai mis que la part de marché pour les téléphones Android. Je ne considère pas Apple du tout. Et donc en fait, on voit que c'est quand même très divers parce que on a les quatre premiers qui sont Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, mais on en a aussi plein d'autres qui correspondent, eux, à 30% des parts de marché dans le monde. Et enfin, on a aussi Amazon. Alors, qu'est-ce que fait Amazon ici? Oui, c'est seulement ces tablettes, mais qui compte pour le part de marché total des mobiles et tablettes. Et en fait, on voit que les tablettes Amazon dans le monde, alors il n'y a pas la stat détaillée, mais c'est 2%. Alors en Europe et en Amérique du Nord, c'est très négligeable, mais en fait, ce sont des tablettes qui se vendent très bien en Afrique et en Asie. Donc, aujourd'hui, sur tous ces constructeurs, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les Google Play Services et le Google Play Store. Le leader incontesté, en fait, aujourd'hui pour le magasin d'applications sur Android. D'ailleurs, quand vous pensez à un magasin d'applications, où est-ce que vous allez télécharger votre application? C'est sur le Google Play Store. C'est pour ça qu'en 2021, le Google Play Store, c'est 111 milliards de téléchargements et c'est 48 milliards de revenus pour Google sur leur store. Sachant qu'aujourd'hui, pour être présent sur le store d'applications de Google, c'est plutôt simple. Vous payez 25 euros à vie, vous avez un compte développeur et vous pouvez proposer votre application avec une console côté Google qui est très complète, qui permet de faire de l'A/B testing sur vos présentations, qui permet de mettre en place des systèmes de release de vos apps en bêta testing, en alpha, évidemment en production, qui a beaucoup d'analyses de données sur l'usage de vos applications, sur vos données financières, des rapports de crash, de pré-lancement, etc., etc. Google est le leader et fournit vraiment un service très complet, mais ce n'est pas le seul. Et notamment, on a Samsung qui va proposer, j'en mets un petit compteur chez moi aussi, on a Samsung qui va proposer son Galaxy Store sur tous ces appareils qu'il vend dans le monde. Et il y en a beaucoup des appareils qu'ils vendent dans le monde, puisque rien qu'en 2021, c'est 272 millions de téléphones vendus,
et 31 millions de tablettes vendues. Euh, et donc, en fait, sur ces 300 millions d'appareils, on va retrouver le Samsung Galaxy Store préinstallé par défaut. Et du coup, si vous avez aujourd'hui un téléphone, que vous le sachiez ou non, il y a beaucoup d'applications sur votre téléphone qui sont mises à jour via ce Samsung Galaxy Store, puisque les applications de Samsung ne sont disponibles que sur ce Galaxy Store. En plus, Samsung est disponible en Chine. Donc, le Galaxy Store est aussi disponible en Chine, contrairement au Google Play Store. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'éditeur d'applications, il peut être assez intéressant d'être présent sur le Samsung Galaxy Store, déjà pour être présent sur le marché chinois, mais en plus parce que comme c'est un magasin enfin, beaucoup moins utilisé que Google Play Store, mais qui est quand même présent sur la majorité des appareils Android aujourd'hui dans le monde, en fait, votre application a plus de chances d'être mise en avant et a plus de visibilité. En deuxième constructeur assez populaire, mais d'une manière différente, on va retrouver Amazon, qui en fait a vendu 150 millions de Fire TV dans le monde en 2021. Et c'est le premier vendeur d'appareils médias. Alors, qu'est-ce que les appareils médias? Donc, en fait, je parle bien des appareils de streaming sur les télés. Et donc, notamment, dans la communauté Android, on va plutôt connaître le Google Chromecast, qui est certes très vendu, mais qui est beaucoup moins vendu que celui d'Amazon, qui est, en France, par exemple, est disponible chez Boulanger, typiquement un magasin, et qui est évidemment disponible sur Amazon.fr partout dans le monde. Et ce petit appareil, comme les Fire Tablets, en fait, possède un fork d'Android avec l'Amazon App Store. Et donc, même chose, si vous voulez être disponible sur ces petits appareils, il faut proposer votre application sur l'Amazon App Store. Alors, moi, je vous conseille d'être vraiment présent dessus si vous proposez une application Android TV. C'est vraiment important d'être dessus. C'est le leader incontestable. Ils vendent vraiment beaucoup d'appareils tous les jours, surtout en France, en Europe et dans les marchés émergents. Et donc, si vous proposez une application Android TV, si vous voulez être disponible vraiment pour tout le monde, il faut être présent sur les Fire TV d'Amazon. Les tablettes, c'est différent. Si vous visez les marchés émergents, oui, c'est important si vous proposez vraiment des services là-bas. Mais ce sont des tablettes très peu chères, qui n'ont pas beaucoup de capacité, n'ont pas beaucoup de puissance processeur, qui n'ont pas beaucoup de capacité de stockage non plus. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Mais pour Android TV, oui, il faut être présent sur Amazon. Et on a Huawei, qui en 2019 s'est retrouvé banni des États-Unis suite à une décision du gouvernement américain, et ce qui interdit à Google de leur vendre leur Google Play Services. Ce qui fait que, alors j'avais pas les chiffres de 2019, mais on retrouve 180 millions d'appareils vendus en 2020 et plus que 35 millions en 2021. Alors toutefois, ça, ce sont des chiffres dans le monde et pas en Chine, à ma connaissance. Euh, mais Huawei, avec son magasin d'applications qui est disponible donc sur tous ses appareils, dans le monde, Chine incluse, on a 580 millions d'utilisateurs actifs dessus. C'est qui en fait quand même une sacrée utilisation et un sacré pourcentage de part de marché global sur ce type de store. Et donc, en fait, proposer votre application aujourd'hui sur Huawei, bah, si vous voulez atteindre ces utilisateurs, c'est obligatoire. Puisque pour rappel, plus aucun appareil depuis 2020 ne peut être vendu avec les Google Play Services, donc le Google Play Store. En plus, Huawei a annoncé il y a 2 ans un nouveau système d'exploitation qui s'appelle Harmony OS. C'est encore un peu confus, mais globalement, c'est une sorte de fork d'Android, enfin un fork copie, mais qui permettra de lancer des applications Android. Donc, tous les téléphones, tablettes et télévisions de Huawei, qui vont soit sur Android, soit sur Harmony OS, seront compatibles avec vos applications Android. Créer un compte développeur sur Huawei pour proposer votre application, c'est totalement gratuit. La seule petite contrainte, qui est quand même assez contraignante, mais bon, ça va, c'est qu'il y a une vérification de votre identité. Et donc, il faut envoyer une photo de vos cartes d'identité et toutes les infos qui sont liées. Huawei veut absolument vérifier que le compte que vous créez avec votre nom, c'est bien vous.
Alors, pourquoi tout ça c'est important et pourquoi ça bouge en ce moment? C'est tout simplement parce que, surtout l'année dernière, depuis l'année dernière, on a pas mal de choses qui ont bougé dans le monde. Notamment, il y a la Corée du Sud qui a fait le plus gros changement et qui a été d'obliger Google et Apple de proposer des systèmes de paiement alternatifs sur leur magasin d'applications. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur le système de paiement, notamment pourquoi c'est important dans notre cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous publiez votre application sur le Google Play Store ou sur l'Apple App Store, vous êtes obligé d'utiliser le système de paiement de ces fournisseurs. En Corée du Sud, depuis cette année, c'est terminé. Vous pouvez utiliser un autre système de paiement, même si votre application est sur l'Apple App Store ou sur le Google Play Store. Aux Pays-Bas, même chose, mais seulement pour les applications de rencontres, puisqu'il me semble que c'est le groupe Match qui possède Mythic, Tinder, etc., qui a attaqué Apple en justice aux Pays-Bas pour pouvoir fournir leur propre système de paiement en alternative à celui d'Apple. Et le tribunal leur a donné raison. Et donc, depuis cette année, Apple et Google, par défaut, doivent permettre aux applications de rencontre de proposer un autre système de paiement. Et enfin, on a les États-Unis, les sénateurs qui sont en train de pencher sur les pratiques anticoncurrentielles de Apple et Google, notamment avec leur magasin d'applications, puisqu'ils possèdent un monopole de fait dessus. Alors, avec Android, certes, on peut installer des applications d'une autre manière, mais ça reste toujours très compliqué. Et globalement, quand vous achetez un téléphone Android, sauf si c'est un Huawei ou un device Amazon, ben, vous avez forcément le Google Play Store qui est là, qui est présent, et qu'on va pratiquement vous forcer à utiliser. Google, c'est tout un tas de produits, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Notamment pour la gestion de vos données d'analyse d'usage, pour les push, pour les paiements, pour la carte, etc. Je reviendrai là-dessus après. Mais il existe beaucoup d'alternatives. Et donc, notamment, si vous voulez être présent sur la boutique Amazon ou la boutique de Huawei, vous ne pouvez pas utiliser les Google Play Services qui ne sont d'ailleurs aussi pas disponibles en Chine. Donc, si vous voulez être sur une autre boutique mais en Chine, vous ne pouvez pas utiliser Google. Sauf que le grand avantage sur Android, c'est que c'est ouvert, on peut faire un peu ce qu'on veut, et donc il y a beaucoup d'alternatives. Et notamment, par exemple, pour les push, plutôt que d'utiliser le système de Google et le système d'Amazon et le système de Huawei, et donc devoir faire 3 intégrations, vous pouvez utiliser Braze, Batch, OneSignal, qui, ces 3 plateformes-là, vont supporter à peu près ces 3 types d'appareils. Par exemple, pour les achats dans les applications, bah, plutôt que de devoir intégrer Huawei Mobile Services, qui est donc le système de Huawei concurrent de Google, Amazon, Samsung, bah, en fait, vous avez par exemple Purchasely qui existe et qui va permettre de gérer tous ces services pour vous. Et donc, vous n'aurez qu'un service à intégrer pour gérer tout un tas de systèmes de stores différents. Pour les cartes, vous avez Citymapper et Mapbox. Je conseille d'ailleurs fortement Mapbox plutôt que Google Maps parce que Mapbox est compatible partout dans le monde sur tous les stores et à peu près les mêmes fonctionnalités que Google Maps. Et pour les analyses de données, vous avez Amplitude Adjust, par exemple. Alors, moi, je vais vous présenter un cas d'usage que je connais bien, qui est les paiements dans les applications. Alors, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait à Purchasely? À Purchasely, on va vous permettre de gérer tous vos systèmes de paiement, que ce soit sur Apple, Google, Huawei ou Amazon, et de présenter vos paywalls. Les paywalls, c'est ce qu'on voit affiché là, par exemple pour Le Monde ou pour ADN. Et donc, Purchasely va gérer tout ce système derrière pour vous. Donc, si vous êtes sur un téléphone Google, ça va utiliser le système de Google, Huawei, Amazon. Et évidemment, pareil pour Android TV. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez le faire vous-même et si vous ne voulez pas utiliser un service qui va agréger tout ça? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez l'obligation, sauf en Corée du Sud, d'utiliser les systèmes du store sur lequel vous allez être présent. Donc, par exemple, sur le Play Store, si vous voulez vendre des services numériques, et seulement des services numériques, puisque pour la vente de services physiques, vous ne devez pas utiliser le système de Google, mais un système de carte de crédit visuel.
Mais pour les services numériques, donc des systèmes d'abonnement ou peu importe ce que vous proposez dans vos applications, vous devez absolument utiliser ce que propose Google. Sinon, votre application sera refusée, ne pourra pas être publiée. Même chose pour Huawei, même chose pour Amazon. Et du coup, vous avez les spécificités de chacun à gérer. Par exemple, alors, chez Google, il faut savoir que la commission sur tous les achats effectués dans votre application est de 15% pour le premier million. Donc, tant que vous ne faites pas 1 million avec votre compte Google Play Developer à travers toutes les applications que vous avez dans votre compte Google Play Developer, vous avez une commission de 15%. C'est 30% ensuite. Huawei, c'est un peu plus simple. C'est 0% la première année. C'est 15% la seconde année, puis après, c'est 30%. Et Amazon, c'est le même système que Google, mais eux, c'est 20% pour le premier million. Et après, vous avez plusieurs spécificités pour chacun. Là, je vous en ai mis une, par exemple, qui est assez importante. C'est les systèmes, ce qu'on appelle de upgrade, downgrade. Et donc, pour vous donner un exemple, quand vous êtes dans votre application, vous allez peut-être fournir deux abonnements différents. Un abonnement qui va fournir un service essentiel et un abonnement qui va fournir un service premium. Qu'est-ce qui se passe si votre utilisateur s'abonne au service essentiel et veut passer au service premium ensuite? Donc, on va dire qu'il s'est abonné pour 10 euros par mois sur votre service essentiel. Au bout de 3 mois, il veut passer au service premium parce qu'il aime vraiment bien votre application. Ben, comment vous allez gérer ça en fait? Comment vous allez lui changer son type d'abonnement selon si vous êtes chez Google, chez Huawei, chez Amazon? Là, chacun a une politique différente. Chez Google, c'est à vous de le faire directement. Donc, c'est-à-dire que c'est à vous de dire à Google que vous passez à un système supérieur et donc il doit gérer ça. En fait, qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va dire à Google, il passe en service premium et donc tu vas lui activer ce service immédiatement et arrêter son ancien abonnement et il a directement accès au nouveau service premium. Par contre, s'il fait un rabaissement, donc un downgrade, là on va lui dire qu'il va garder son service premium jusqu'à la fin de sa période. Donc s'il a payé pour un mois, il va finir son mois et après il va passer au service essentiel. Et donc ça, c'est une petite spécificité que vous devez gérer spécifiquement pour Google. Pour Huawei, c'est plus simple parce qu'ils utilisent le même système que Apple, c'est-à-dire qu'ils ont des groupes de subscription. Et donc là, ça vous permet en fait de définir, de dire que celui-là est inférieur à celui-là, etc. Et donc, ils vont gérer ça eux-mêmes pour vous. Amazon, c'est encore plus simple, ils ne le gèrent pas du tout. Donc là, vous ne pouvez pas permettre ça. C'est à vous d'expliquer à votre utilisateur qu'il doit se désabonner pour pouvoir prendre son nouvel abonnement plus premium ou l'inverse, s'il fait un downgrade. Amazon, la seule chose qu'ils vont gérer, c'est si vous passez d'un abonnement mensuel à un abonnement annuel, par exemple. Alors, une fois qu'on sait ça et qu'on sait les spécificités de chaque store, qu'est-ce qu'on fait dans notre application pour préparer tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, allez, pardon, je vais vous remontrer une slide que j'avais zappée, celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google vérifie ce que vous mettez en dépendance dans votre application. Et par exemple, nous, chez Purchasely, récemment, nous avons eu une petite information de Google qui a remarqué que notre application de démo avait les Huawei Mobile Services, ce qui est vrai. Alors, je ne l'ai pas enlevé de mon application de démo quand je le publiais sur le Google Play Store parce que je le publie seulement en version bêta, qui ne va jamais être en prod. Et donc, du coup, je ne me suis pas embêté à séparer, juste pour ma version de démo, les différents stores. Mais Google l'a quand même remarqué récemment et m'indique que j'ai 120 jours pour supprimer ce SDK qui n'est pas autorisé chez eux. Sinon, mon app sera supprimée, même si elle n'est pas en production. Donc, du coup, je vais devoir respecter ça. Mais comment on fait pour respecter cela et gérer les spécificités de chaque store et donc respecter en fait le règlement sur chaque magasin d'application sur lequel vous serez? Alors moi, ce que je propose comme architecture, c'est d'avoir une architecture modulaire et donc créer un module dans votre projet pour chaque store. Alors, ce qu'on va retrouver, c'est pareil. Donc, on va retrouver déjà votre app, donc celle qui sera publiée. On va retrouver le module pour chaque store, donc Amazon, Google, Huawei. Et on va retrouver un module common qui va en fait avoir tout ce qui va être en commun entre chaque store. Et évidemment, je crois que j'ai dit Google, que je vais spécifier un peu plus tard.
Après, selon votre archi, si vous faites de la clean archi, etc., vous pouvez avoir de la data, des modèles, etc. en plus, bien sûr, ça ne pose pas de problème. Et donc, dans notre application, qu'est-ce qu'on va retrouver? Notre application, quand on va la, la préparer pour une mise en production sur nos stores, on va définir plusieurs build types. Alors là, moi, j'ai mis des build types parce que c'était plus simple. Vous pouvez faire la même chose avec des flavors si vous connaissez bien le système Android. C'est beaucoup plus flexible et vous avez beaucoup plus de choix, mais c'est un peu plus compliqué à implémenter aussi. Et donc, par exemple, moi, j'en ai créé un pour chaque store, qui va être Google, Amazon, Huawei. Et donc, quand je vais créer mon application pour Google, je vais seulement aller chercher mon module Google. Et pareil pour Huawei, pareil pour Amazon. Alors, comment ça se traduit? En fait, ce qui va se passer, c'est que pour expliciter ici, dans mon app, je vais avoir donc toutes mes sources et je vais avoir des sources spécifiques à Google, Amazon, Huawei, qui en fait vont être très simples. C'est juste que je vais aller créer, par exemple, donc là dans notre contexte d'in-app purchase, je vais juste créer une classe pour mes purchases, pour mes achats. Donc je vais chez Google, juste chez Google, je vais me connecter au Google Store. Et si je suis chez Huawei, ben, en fait, ce sera la même chose, ce sera juste Huawei Store et Amazon sera Amazon Store. Et donc, en fait, je vais me connecter, je vais récupérer les informations d'abonnement dont j'ai besoin. Donc ici, j'ai défini mon produit. Pardon. J'ai défini mon produit, donc comme par exemple .sub.monthly qui a été créé sur le Google Play Store. Et je vais dire que je veux l'acheter. Et donc, en fait, ça, c'est du code qui est en commun entre tous mes stores. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai créé une interface dans mon module common qui s'appelle store, typiquement, qui va avoir un type, parce que j'ai besoin de savoir chez qui je suis pour afficher des informations différentes à l'utilisateur selon le store. Mais qu'est-ce que j'ai besoin pour chacun de mes stores? Ben, j'ai besoin de certaines méthodes en commun qui vont être assez simples. J'ai besoin de m'y connecter, me déconnecter, de savoir s'il est disponible, très important, de récupérer les produits qui sont dessus. Alors, un SKU, si vous demandez ce que c'est un Stock Keeping Unit. En fait, c'est un produit sur le store. Chacun utilise cette nomenclature. Et en gros, ça va être soit un consommable, soit un non consommable, soit un abonnement. Et donc, ce sont des produits que vous pouvez acheter. Un consommable, c'est un produit que vous pouvez acheter plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'on a une méthode consume qui va permettre de consommer ce produit pour dire au store que c'est bon, l'achat était bien pris en compte. Et maintenant, il peut racheter à nouveau s'il veut notre utilisateur. C'est très utilisé notamment dans les jeux vidéo pour acheter des diamants, des rubis. Voilà. Bon, je pense que vous connaissez un peu le principe. Des non consommables, ce sont des achats uniques. Par exemple, un abonnement à vie sur votre service. Donc lui, on ne va jamais le consommer. Et un abonnement, un renewing subscription, donc c'est un abonnement classique, un abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit permettre aussi? On doit permettre aussi de restaurer nos achats. C'est très important, notamment si l'utilisateur se déconnecte de votre application et donc vous ne savez plus s'il est abonné ou non, ou s'il utilise un nouvel appareil. Ben dans ce cas-là, en fait, il faut lui fournir une méthode, donc généralement juste un bouton de récupération, qui va faire un restore dans le connecté à Google, Huawei ou Amazon, et qui va en fait récupérer les achats de l'utilisateur et vous, vous allez pouvoir lui redonner ses droits. Et puis, bah, tout simplement, la méthode d'achat. Et j'ai aussi créé un store product parce qu'en fait, chaque store va fournir son propre produit avec des informations différentes, mais que du coup, moi, j'ai tout centralisé en un certain nombre de méthodes, qui va être la currency du produit, s'il a une période d'essai, s'il a une période d'introduction, quel est son prix, quelle est la période pour l'abonnement, etc. Et son ID est très important pour pouvoir acheter. Et donc, maintenant que j'ai mon interface commune, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, en fait, je dois aller me connecter sur chaque type de store et faire l'intégration pour chacun. Et donc, bon, bah, pour Google, il faut juste rajouter la dépendance Google Billing. Sauf que pour pouvoir faire des tests et vérifier tout ce qui se passe, il faut faire une release. Alors, faites-le en test interne, en alpha, en bêta, comme vous voulez, sur la console de Google Play. Mais il faut intégrer cette dépendance, uploader un APK ou un bundle sur le Google Play console pour pouvoir activer l'achat dans les applications. Donc, avoir accès à cet écran de subscriptions. Et là, à partir de là, créer vos abonnements.
Et donc là, maintenant, vous pouvez créer vos abonnements et donc commencer à les mettre en place. Et par exemple, on peut voir que ici, moi, j'ai créé un abonnement mensuel à 9,99. Alors, 9,99 chez Google, ce sont des prix hors taxe. Et donc, en fait, quand vous cliquez sur Edit Price, vous allez voir la comparaison sur les différents pays où est disponible votre produit. Et on voit que, par exemple, en Belgique, le prix est à 11,99 pour l'utilisateur puisqu'il y a 21% de TVA. Et je définis plusieurs propriétés à mon produit. Donc, par exemple, lui, il n'a pas de période d'essai. Par contre, il a une période d'intro en une seule fois qui va durer 4 mois et le prix sera de 4,99. C'est-à-dire que mon utilisateur, pendant les 4 premiers mois de son abonnement, va payer 4,99 avant de passer automatiquement à 9,99. Et j'ai mis une grace période de 7 jours. Qu'est-ce qu'une grace période? Une grace période, c'est en fait c'est la période pendant laquelle mon utilisateur est toujours abonné, même si le paiement de son abonnement a échoué. Typiquement, ça va arriver quand il a mis une carte de crédit qui a expiré. À partir de ce moment-là, on lui donne 7 jours pour renouveler sa méthode de paiement avant de perdre ses droits. Et donc, je vais récupérer ces informations que j'ai définies dans la console de Google, puisque chez Google, le produit s'appelle un SKU Details. Donc moi, j'ai créé un Google Product qui va récupérer tous les champs que j'ai besoin du produit de chez Google, ce SKU, et remplir mon produit qui est défini selon l'interface commune que j'ai ici. Et donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai mon produit, que j'ai tout défini comme il faut que j'intègre le code pour ce store. Et donc, que je mette en place la connexion, la déconnexion, que je regarde s'il est disponible. Alors, chez Google, savoir s'il est disponible, c'est simple. Il suffit juste d'essayer de se connecter. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il n'est pas disponible. De récupérer les produits selon quels sont leurs types, de restaurer, etc. Alors, je ne vous ai pas mis le code spécifique pour Google parce il est assez gros, il est assez lourd. Moi, j'utilise des coroutines pour pouvoir simplifier la récupération de ces informations. C'est pour ça que j'ai des suspendable coroutines parce qu'en fait, derrière, il y a un système de listener et de callback qui est obligatoire chez Google. Mais globalement, il faut intégrer tout le code spécifique à Google, mais qui est au moins abstrait grâce à cette interface. Pour Huawei, même chose. Je vais intégrer l'indépendance de Huawei, sachant qu'eux, ils ont un repo privé, donc il faut bien l'intégrer aussi. Et je vais aller sur la console de Huawei, créer mon produit, etc. Puis, je vais créer le code pour Huawei, sachant que Huawei, il y a des petites spécificités, notamment par exemple is available. En fait, on ne peut pas se connecter, il n'y a pas vraiment de connexion à Huawei. On appelle des méthodes et ça marche ou ça casse. Donc, c'est pour ça que Huawei, il faut vérifier que lui, il est vraiment disponible. Donc, oui, bah, il y a toute une implémentation à mettre en place pour savoir s'il est disponible. Son implémentation pour récupérer les produits, pour restaurer les achats, etc. etc. Sachant qu'un achat avec Huawei ne peut se faire que via une activity, donc il faut lancer une activity spécifique pour Huawei. Voilà, et toutes les spécificités qu'on a pour lui. Et donc, tout ça est évidemment géré dans le module de Huawei. Puis, même chose pour Amazon. Dans son module Amazon, donc vraiment séparé dans notre code, on va ajouter la dépendance au SDK Amazon et on va faire tout ce qui correspond à Amazon pour s'y connecter, vérifier qu'il est disponible, etc. Sachant qu'Amazon, lui aussi, bon, il a ses petites spécificités, mais globalement, il faut mettre un listener pour toutes les méthodes pour avoir la réponse du store. Et donc, voilà. Et donc, moi, je fais des vérifications pour vérifier qu'il me répond parce qu'en fait, tout est en parallèle. Et donc, je dois vérifier que le type qui me renvoie de produit correspond bien au type que moi j'ai demandé, parce que ce n'est pas forcément dans le même ordre. Et voilà, et donc toutes les spécificités liées à Amazon. Et pour Amazon, petite info, il y a deux moyens de tester. Vous pouvez utiliser ce qui s'appelle le Amazon App Tester, qui est une application disponible avec l'Amazon App Store. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel téléphone qui vous permet de tester en mode sandbox avec Amazon. Et c'est assez pratique parce que très rapidement, vous pouvez juste vérifier que votre intégration SDK fonctionne. Par contre, vous n'allez pas avoir le vrai flow d'achat de Amazon. Et donc, ça va être très moche. Visuellement, ça va ressembler à rien. Et puis, en plus, il y a des petites différences parce que c'est quelque chose qui n'a pas été mis à jour depuis 3 ans.
Et donc, ça ne correspond pas à la version qui est actuellement en production. C'est pour ça que pour tester vraiment Amazon en production, je vous conseille plutôt de faire du live app testing, une sorte de canal bêta chez Amazon pour correspondre avec Google, et ce qui va vous permettre de vraiment tester sur de vrais appareils Amazon, d'avoir le vrai flow de tout ce qui se passe avant d'être en production. Voilà. Euh, En conclusion, moi, je dirais de prendre votre indépendance de Google et de vous préparer à être disponible sur plusieurs autres sortes d'applications, parce qu'avec toutes les régulations et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui va aussi forcément arriver en Europe, parce qu'en Europe, il y a la Commission européenne qui a lancé aussi un- une sorte de comité d'études, je crois, sur les pratiques anticoncurrentielles de Google et de Apple. Euh, Vous allez sûrement devoir prochainement, dans les prochaines années, proposer votre application sur des stores différents. Et puis aujourd'hui, bah déjà, si vous voulez être présent sur les téléphones Huawei ou sur les appareils Amazon, forcément, il va falloir mettre en place tout ce système. Donc là, je vous ai montré pour les systèmes, pour moi, ce que l'on a fait, par exemple, chez Purchasely pour l'INAP, et donc que nous, avec notre SDK, on fait directement pour vous. On va parler un peu plus en détail après. Mais c'est exactement, enfin, c'est exactement la même chose pour tout autre type de service. Si vous voulez mettre en place des push, il va falloir mettre en place le même système d'interface et de séparation de code pour tous les services sur lesquels vous voulez être, donc Google, Amazon ou Huawei. Et c'est pour ça qu'en conclusion, moi je vous conseille souvent d'utiliser des fournisseurs, par exemple Batch pour les push, qui vont gérer tout ça pour vous plutôt que d'intégrer Huawei, Amazon, Google en système de push. Parce que vous, ça vous permet d'avoir une seule implémentation et derrière, c'est eux qui vont gérer toute la complexité. Alors, l'inconvénient, enfin un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça peut vous prendre un peu plus de temps d'aujourd'hui d'utiliser un service comme ça plutôt que d'un service comme Google. Mais par contre, ça vous permettrait d'être beaucoup plus flexible dans le futur. Et surtout, ça va vous sauver beaucoup de temps si demain vous allez implémenter celui de Huawei, celui de Amazon, celui de Samsung, etc., dans ce qui peut exister. Et enfin, je vous conseille fortement de vous adapter à votre marché, parce que selon votre marché, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si vous ne visez que les États-Unis, être présent que chez Google et que chez Apple, bah, en fait, ça suffit largement parce que là-bas, ce sont les deux ultra dominants qui possèdent 98% du marché, par 100%. Et donc, du coup, ça ne sert à rien d'être présent chez Huawei ou chez Amazon aux États-Unis. Mais ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, c'est important d'être présent sur Amazon si vous fournissez une application Android TV, par exemple. Voilà, je vous remercie. Et je n'ai pas regardé les questions pendant le chat parce que et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Kevin. Effectivement, ça tombe bien, il y a des questions qui arrivent. Alors, effectivement, ça parle prix. Au niveau des inconvénients, le prix, est-ce que payant a duré dans le temps? J'ai pas tout compris, Sébastien. Moi non plus. Le prix lorsque payant la durée dans le temps. Si un éditeur important. Ah, il peut dire si on. Moi, j'imagine s'il veut dire si le service qu'on utilise n'est plus disponible. Oui, par un provider, donc genre Purchasely ou par batch. Alors oui, c'est un inconvénient si jamais celui-ci disparaît. Enfin, je pense que s'il disparaît, déjà, il vous fournira des alternatives. Et pour l'instant, je ne connais pas qui sont morts. Et s'ils meurent, généralement, ils sont rachetés par un concurrent. Donc, ça devrait aller. Mais après, de toute façon, c'est toujours un inconvénient que vous pouvez avoir sur n'importe quel type. Et puis c'est pas dans l'intérêt d'un provider de retirer, je pense, une solution du marché, sauf si, bon, Ah bah, de toute sauf s'il y façon, a une contrainte qui s'explique. Mais... non, bah, de toute façon, une fois que vous l'avez implémenté, vous ne le retirez pas. Ça vous a pris assez de temps. Sauf s'il fait faillite, mais s'il fait faillite, généralement, il se fait racheter. Après, en effet, c'est un risque. Si vraiment il fait faillite et qu'il n'y a pas de repreneur, oui, c'est un risque. Maintenant, vous pouvez vous retourner très facilement au développement et regérer vos priorités. Il y avait une question de Thomas. Tu aurais une vision de la fragmentation future des stores?
c'était quel usage pour quel store? C'est ce que j'essaie un peu d'expliquer, je pense. Aujourd'hui, être présent que sur le Google Play Store, c'est pas un souci du tout. Et ça fonctionne très bien parce que c'est le meilleur de demain. Par contre, demain, votre application pourrait ne pas respecter les règles de Google et vous pourriez être banni. Et là, du coup, il faut être disponible sur d'autres applications, sur d'autres systèmes de store. Ou vous voulez aussi vous abstraire des contraintes de Google de certaines manières, notamment pour les paiements, et ne pas utiliser celui de Google, parce que, je ne sais pas, demain, vous êtes disponible sur un autre type d'appareil qui vous permet d'utiliser Stripe, par exemple. Et bah, du coup, il faut prévoir tout ça. Et donc, c'est là qu'il est important de prévoir votre application et de ne pas être lié seulement à Google. Et c'est pour ça que c'est lié à tout. De ne pas utiliser que Google Maps, de ne pas utiliser que les services de Google Push, que les services de Google Analytics, etc. Et notamment aussi si vous voulez être en Chine, parce qu'en Chine, tous ces services ne fonctionnent pas. Et enfin, pour moi, l'acteur le plus important, en fait, bizarrement qu'on oublie souvent, mais c'est Amazon. Parce que vraiment, Amazon sur Android TV a une part de marché très très forte. C'est un acteur très important. Et donc, si vous proposez une application Android TV, il faut absolument être présent sur Amazon. Alors, le seul store européen émergent en ce moment, en fait, c'est Huawei, qui pousse énormément son store auprès des éditeurs d'applications en France, notamment. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui veulent être présents sur Huawei parce qu'ils ont vraiment des conditions favorables pour être présents sur leur store, pour être présents pour les centaines de millions d'appareils qui utilisent, qui sont sur Huawei et qui ont le Huawei App Gallery sur leur téléphone. Le store Oculus, non, c'est celui de Facebook, enfin du groupe Meta maintenant, c'est ça? Là, Ça. Ça, c'est de la VR, et donc non, j'ai pas regardé. On n'est pas présent sur la VR, et moi, j'ai pas fait d'application liée à la VR pour l'instant. Et je pense par rapport à ça, j'ai une question, mais enfin, en vous positionnant en tant qu'intermédiaire, vous devez avoir des super stats justement sur. Ça rejoint un peu la question de Thomas, la vision, la fragmentation un peu des stores. Vous devez effectivement avoir de bonnes stats sur l'utilisation, les parts de marché, etc. Enfin, ça doit être assez intéressant. Sur les parts de marché, on en a quelques-unes. Alors, je les ai pas agrégées, mais globalement, ceux qui sont, enfin, on en a un qui est notamment très fortement présent sur Amazon. Et à ma connaissance, c'était 10% de ses abonnements qui étaient faits avec Amazon. Il avait Amazon et Google. Okay. On en a aussi qui sont sur Huawei et Google, mais alors là, je ne peux pas vous donner les chiffres parce que je ne les ai pas en tête. Ça roule. Ok, je pense qu'on est... Les casques Facebook Meta sont sur Android avec leur propre store. Ok. Attention. Oui, mais c'est pas un fork d'Android, c'est le Android avec Google Play Services. Okay. Oui, c'est possible. En fait, d'ailleurs, il y a Google qui, en fait, depuis Android 12, devait faciliter l'installation d'autres stores. Donc, le store avait la même contrainte. Normalement, ils sont censés le faciliter avec Android 12, mais à ma connaissance, ça n'a pas été fait, ça a été retardé. Toutefois, ça devrait arriver pour Android 13, si ils n'ont toujours pas activé correctement. Et du coup, je pense qu'il va y avoir des stores de plus en plus émergents et alternatifs à Google dans les prochains mois et prochaines années.